Donc, on va reprendre la deuxième partie de cette séance avec Atao Tanaka. Donc, Atao Tanaka qui a étudié donc, la musique électroacoustique, électronique à l'université d'Harvard. Il a préparé son doctorat à l'université de Stanford, CCRMA. Il a alors commencé à travailler sur les signaux avec électromyogramme musculaire comme interface musculaire, musicale. Il a travaillé avec Biomuse, donc le logiciel Biomuse. Il a conduit ses recherches à l'IRCAM. Il a été chercheur également au Sony Computer Science Laboratory de Paris et co-directeur artistique du STEM. Il est maintenant professeur au Media Computing à Goldsmiths, Université de Londres. Donc, Atao Tanaka va nous parler du corps comme instrument de musique. Okay. Merci Vincent. Et je voulais remercier Anolga et Lorella d'avoir organisé le colloque, de réunir toutes des vieux amis et des collègues qu'on connaît de longue date, avec lesquels on parle du temps et de temporalité. Donc moi, je voulais amener ma réflexion sur le corps comme instrument de musique et la notion de temps là-dedans. Le temps à la fois en temps historique, comme on parle, mais aussi dans le temps du performance et finalement le temps dans la conservation des œuvres d'installation. Voilà. Donc avec l'intervention de Laurent Potier, on avait vu un peu les instruments de musique historiques. Donc, si je cite aussi le thérémine, ça veut dire que c'est vraiment un instrument légendaire, mythique, qu'on connaît bien le son, mais aussi un instrument qui a un peu survécu, un instrument qui tient dans le temps de presque 100 ans. Mais c'est un instrument qu'on cite parce que c'était un des tout premiers instruments de musique électronique. Et c'est là où, en fait, au lieu d'imaginer les synthétiseurs à boutons et au câble, l'inventeur Léon Théremin a imaginé l'engagement du corps humain dans l'articulation du son électronique. Donc c'est sur ce propos que nos traditions sont basées 100 ans plus tard. Mais le thérémine prend les actions du corps humain. On a aussi le signal, l'activité physiologique du corps humain à l'intérieur du corps. Et on a eu des compositeurs comme Alvin Lucier qui ont imaginé les œuvres qui amplifiaient les ondes cérébrales pour créer des happenings, des performances. Ici, une œuvre qui date de 1965, donc de plus que 50 ans, qui s'appelle Music for Solo Performer. Donc aujourd'hui, nous avons les contrôleurs de jeux vidéo, etc., qui détectent les ondes cérébrales. En fait, c'est un peu ce qu'il fait Lucier. Donc, on voit qu'il a un bandeau sur la tête avec les électrodes qui amplifient donc, les impulsions neuronales du cerveau. Il faut savoir qu'à cette époque, là où aujourd'hui on a les gadgets de jeux vidéo pas chers, sans fil, numérique, etc., pour permettre ce procédé, à son époque, tout passait en analogique. Mais comme c'est un signal du corps, un signal physiologique qui est de base analogique, il suffisait d'amplifier ces signaux. Donc, ce qu'on ne voit pas, c'est le fait qu'il est solo performer, mais il n'est pas seul dans la pièce, avec ces ondes de cerveau qui est détecté, amplifié par le boîtier que vous voyez à droite. Il envoie ces impulsions neuronales vers un réseau de percussion, d'instruments de percussion qui sont activés par les transducteurs, par les aimants électromagnétiques qui sont activés par les impulsions des ondes de cerveau amplifiées. Et donc, plus qu'il entrait dans les états de la méditation, plus ça a activé, si vous voulez, les instruments de percussion autour. Donc, sur scène,
ça voulait dire qu'on voyait un performeur qui faisait rien ou qui méditait. Et le moins qu'il faisait, le plus activé, il y avait les ondes de la gamme alpha qui commençaient à jouer les instruments de percussion autour. Nous avons dans la même période, dans les années 70, David Rosenboom, qui a pris le même procédé, donc d'amplifier les ondes du cerveau, pour relier ça au synthétiseur analogique, comme on a vu sur l'écran de Laurent. Donc comme ça, le corps humain et son signal physiologique devient entré comme signal électronique dans un réseau de traitement de signal analogique des synthétiseurs modulables. Si on fait un petit fast-forward dans les années 80, nous avons Michel Weisswiss, qui, dans cette époque des années 90 des instruments MIDI, a créé un instrument qui s'appelle The Hands, qui était un contrôleur MIDI et qui était doté d'un certain nombre de capteurs sur des appareils qui ressemblaient un petit peu aux gants, mais qui ne sont pas du tout des gants. Mais il faut savoir que c'était l'époque, tout début, la première génération de la réalité virtuelle. On commençait à avoir les gants de la réalité virtuelle, etc. Donc la notion de créer un instrument qui tient dans la main, doté de capteurs pour piloter la musique, était un peu dans l'air. Donc, avec The Hands, Michel avait la possibilité de détecter à la fois l'orientation des mains individuellement, ainsi que la distance entre les deux mains, avec des capteurs ultrasons de distance qui émettaient d'un côté et qui étaient reçus de l'autre. Okay? Donc, avec un gestuel de ce genre, de séparer les mains, de rotater les mains, il avait le contrôle de plusieurs paramètres des synthétiseurs à travers le protocole MIDI. Donc, voilà un peu les grands dans ce milieu. La musique auquel je me suis intéressé en étant étudiant. Donc, on arrive sur scène dans les années 90. Cette tradition existe et comme jeune musicien, on avait envie de créer un groupe de rock avec ça. Donc, au lieu de jouer en solo, on s'est décidé de monter un groupe qui s'appelle Sensor Band, parce que c'était un groupe de musiciens qui jouaient avec les capteurs, les sensors. Donc nous sommes trois sur scène, Edwin van der Heide à gauche, Zbigniew Krakowski, qui est mort il y a 5 ans, au milieu, et moi à droite sur un instrument qui s'appelle la biomuse. Donc Edwin, il joue sur les instruments de Stein, The Hands de Michel Weisswiss. Zbigniew, il prend la position du batteur. Donc on voit qu'il est à l'intérieur d'une cage d'échafaudage et on va voir dans la vidéo qu'il y a des rayons infrarouges qui traversent les poteaux de l'échafaudage pour détecter ces gestes plutôt percussifs. Et moi, je me suis intéressé au procédé d'Alvin Lucier et de David Rosenblum, mais le fait de détecter les ondes du cerveau était moins intéressant pour moi parce que Alvin Lucier, il faisait rien sur scène. Nous, comme groupe de rock, on avait envie de faire des mouvements, des actions, de se montrer quelque part un petit peu sur scène. Donc, j'ai pris ces mêmes électrodes et au lieu d'amplifier les ondes du cerveau, j'ai amplifié la tension musculaire. Donc, c'est un procédé sur lequel les impulsions neuronales qui créent la tension musculaire sont détectées par un système d'électrodes amplifiées et envoyées à l'ordinateur. C'est un instrument qui a été inventé à Stanford par les ingénieurs Ben Knapp et Hugh Lusted, avec qui j'avais travaillé pendant ma thèse. Donc, on avait 3 instruments
sensor band, 3 instruments ascenseurs, mais chaque instrument un peu différent l'un de l'autre. Donc on avait une famille d'instruments, comme une famille d'instruments à cordes ou des cuivres. Ici, une famille d'instruments ascenseurs, mais où chaque instrument avait son mode d'articulation individuel. Pour Edwin, la distance et orientation, donc, qui est adapté à modulation continue. Zbigniew, plutôt un déclenchement des sons percussifs. Et avec le Biomuse, des sons quelque part continus comme celle d'Edwin, mais avec une stabilité qui n'avait rien à voir. D'essayer de tenir une seule position avec les muscles est quasi impossible. Donc on voit que le signal que je pilote n'est pas du tout stable comme la distance qu'on peut fixer avec the hands. Et puis, et la vidéo date, donc c'est une vidéo humatique qui a été transversée en VHS et finalement sur YouTube. Alors, on va sauter un petit peu l'intro. Déjà, j'ai moins de cheveux gris à cette époque, il y a 25 ans. Pas de lunettes. Voilà les hands. C'est difficile de savoir qui joue quel son, parce que ce sont des sons qu'on ne connaît pas. Mais dans la distance, on entend les percussions de Zbigniew. Et maintenant, on le voit. Okay. Mais on ne sait pas, entre Edwin et moi, qui joue quel son. Surtout quand le monteur de vidéo fait un ralenti. Mais là, je montre cette section. Parce que malgré le ralenti vidéo, il y a 2 sons. Il y a celui qui est tout en haut et l'autre. On entend toujours Zbigniew derrière. Et quand la caméra fait le panning vers Edwin, on comprend que c'est lui qui tenait le son aigu, qui fait maintenant un glissando avec la distance. Et c'est là où on essaie de créer, même avec ces instruments complètement inconnus, des sons complètement expérimentaux, un certain langage qui était ludique, mais pas trop, qui était compréhensible, qui pourrait être décodé dans le temps d'une performance, mais qui restait mystère pour tenir un certain intérêt musical.
Donc, on continuait. En fait, voici une photo de la vidéo ce qu'il a montré Laurent Potier. Donc, comme toute groupe de rock, on se fâche et on se sépare. Et il y a un qui a l'idée de monter la prochaine version 2. Et voilà. Donc, après Sensor Band, j'ai monté Sensor Sonic Sights avec Laurent Daillot, qui aussi est mort maintenant, et Cécile Babiole. Ici, un petit peu différent. On est toujours 3 musiciens en trio, mais on avait le theremin, donc un instrument de musique traditionnel, quelque part, électronique, et Cécile Babiole qui, avec une captation de gestes, jouait l'image de synthèse. Donc 2 musiciens qui jouent du son et une musicienne qui joue de l'image. Encore une fois, avec le theremin, on connaît le son. Donc le son, on entend derrière, un peu triste. C'est le theremin. Ce qui veut dire que l'autre son, le son du vent, doit être moi. Et tout ce qui vous bouge dans l'image, c'est Cécile qui tient avec les gestes des mains. Et maintenant, Laurent va passer du son pur du theremin vers un son numérique. On entend les craquements. Ça monte. Ok, je voulais arriver jusque-là parce que, comme montrait Laurent Potier dans la vidéo de Thierry Demey, il y avait 2 temporalités différentes. Une temporalité très lente du début, de l'introduction du livre, et après, un moment un peu plus actif. Mais ici, ce n'était pas sur la base de 2 modes de captation différents, parce que j'avais mes muscles et rien que mes muscles. Okay? C'est que la captation de muscles permettait l'expressivité à la fois dans une longueur et une expression plus nerveuse. Donc le défi était de créer une programmation de synthèse sonore instrumentale qui permettait cette gamme d'expressions sans changer de programme, sans modifier, sans changer de preset. Pour dire qu'on pouvait passer de l'un à l'autre et que c'était à nous, avec le contrôle de son corps ou bien le mode de performance, de naviguer dans cette gamme de possibilités. Voilà, donc tout ça date maintenant de 20 ans, de 10, 15 ans, et je fais toujours la même chose. Donc voilà une photo de 2017. Maintenant j'ai des cheveux gris, j'ai des lunettes, et j'ai un dispositif sans fil. C'est génial. Donc, il suffit de rester suffisamment longtemps dans son milieu, et voilà. Mais
Et on va voir tout ça, parce que maintenant, en fait, c'est le même procédé. Hein. Les bracelets là, c'est super cool, c'est sans fil, Bluetooth 4. C'est un produit sur le marché, vous pouvez en acheter, essayer de faire ça chez vous, et ça détecte la tension du muscle sur 8 canaux. Donc chaque barre qu'on voit sur mes bras font des électrodes secs en triplet, donc un contact électrique plus moins éther, pour amplifier le flux neuronal dans ce groupe de muscles. Et dans ce bracelet, on avait la possibilité de capter 8 groupes. Donc je commence à pouvoir détecter la rotation du poignet, ce que je n'avais pas la possibilité de faire avant. Dans la vidéo du sensor band, je crois que j'avais 2, un sur l'extérieur, l'autre vers l'intérieur, et puis un seul sur l'avant-bras droit et un autre sur le triceps. Voilà. Donc là où quand on crée son propre instrument, on pouvait faire une configuration personnalisée. Ici, j'achète l'appareil, j'ai les 8 canaux comme le producteur définit. Mais bon, je fais avec. Et donc, une pièce un peu plus récente qui s'appelle Myogram, où maintenant, au lieu de s'en servir de signal de muscle comme un pilotage de synthèse sonore, je fais une sonification de ces impulsions neuronales pour écouter ça comme son direct, qui n'est pas très musical, parce que ça fait des craquements, c'est des signaux stochastiques, apériodiques, et de rendre ça musical au cours sur le long de la pièce, de commencer à utiliser ça comme source sonore pour entrer dans les résonateurs et les filtres. Donc voilà Myogram. Voilà. Donc, pourquoi montrer ces 3 vidéos qui fait que montrer que je vieillis? Parce que si on est violoniste, on ferait la même chose. Avec les technologies numériques, on a l'impression qu'il faut changer de l'ordinateur à chaque fois qu'il y a un processeur plus rapide qui arrive sur le marché. Est-ce qu'il faut prendre un nouveau MacBook ou pas avec ce petit connectique USB-C? Oui, l'iPhone 8, très bien. Mais un violoniste ne change pas de violon si rapidement. Donc, dans ce propos d'imaginer des instruments numériques, des instruments de musique numérique où le corps a été impliqué, je me suis basé plus sur le violon que sur l'iPhone. Ce qui veut dire qu'une fois qu'on joue le violon, on ne change pas d'instrument tous les ans et que surtout que ça prend un certain temps de perfection pour maîtriser son instrument. Donc, si je joue toujours mon corps comme instrument de musique à travers une captation de muscles, c'est parce que c'est une pratique que j'ai depuis plus que 20 ans, ce qui serait parfaitement normal pour un musicien, pour un instrumentiste. Et avec ça, on cherche un certain rapport avec son instrument qui a une profondeur qu'on n'arrive pas à avoir avec les technologies numériques qui changent tout le temps. Ou bien, même si l'ordinateur sur lequel je joue mes patch max qui sont liés aux différents capteurs de muscles
C'est pas une question de est-ce que j'ai le sans fil aujourd'hui ou le MacBook Pro dernier cri. C'est pas ça vraiment qui compte. Bon, c'est passé de Max 4 à Max 7. J'ai insisté à rester sur Max 5 pendant plusieurs années, juste parce que j'étais paresseux. Et j'arrive toujours à jouer ces vieux morceaux, parce que ça ne dépend pas tellement le logiciel. Bien sûr, moi, je fais mes mises à jour. Je n'ai pas IRCAM derrière moi à faire des archives, à faire un site web de toutes mes versions. J'arrive tout simplement à arriver sur scène, au festival, au concert, ce qu'il faut, et que ça marche à peu près. Parce que l'instrument ne réside pas là, dans la version du logiciel. L'instrument réside dans la configuration de la technologie numérique avec la captation du corps et le corps propre. Et c'est ça ce qui est musical, et j'espère, au moins, c'est personnel. Et dans ce sens-là, c'est l'instrument qui a une vie au-delà de la technologie. Okay? Et quand Lorella m'a envoyé un peu les thématiques de cette journée, elle m'a demandé plusieurs questions par rapport à la temporalité et aussi aux questions sur est-ce qu'il y a d'autres performeurs qui ont joué avec ce système. Donc c'est un peu pour ça que j'ai montré au tout début l'historique d'Alvin Lucier, David Rosenblum et d'autres qui ont travaillé avec le corps, le signal physiologique de manière musicale. Quant au biomuse et le muscle, oui, je ne suis pas le seul. Et j'espère pour la société Talmy qui crée le maillot que je ne suis pas le seul acheteur. Bon, eux, ils n'imaginent pas un instrument de musique, ils imaginent d'autres choses, à piloter les drones, etc., avec le produit. Mais il y a d'autres musiciens, il y a notamment Ben Knapp, qui est inventeur de Biomuse, qui a monté un trio lui-même en 2015 à Belfast, qui s'appelle le Biomuse Trio. Vous pouvez aller sur YouTube et chercher la vidéo. Donc, ils font des concerts à leur façon, avec ces mêmes signaux. Et puis, des compositions à moi. En fait, c'était au tout début, avec la toute première pièce que j'avais composée pour la Biomuse, qui s'appelle Kagami. J'ai une vidéo quelque part. Oui, quelque part. J'avais donné un concert à Stanford en 91 et il y avait après le ICMC, une conférence de musique informatique qui est arrivée en Californie en 92, mais c'était juste cette année-là où j'ai eu la possibilité de venir en France faire un stage à l'IRCAM. Donc moi, je suis parti en France. J'avais une date, donc j'ai essayé de transmettre la pièce Kagami à un autre interprète, Galen Brandt. Donc ça, c'était vraiment sur le modèle d'un compositeur qui apprend à un interprète à jouer sa pièce de manière classique. Mais Galen Brandt, en fait, si elle était prête à jouer un instrument gestuel, c'est parce qu'elle était danseuse. Donc, la transmission d'une œuvre musicale d'un musicien vers un danseur crée plus, pas de problème vraiment, mais c'était une autre façon de voir l'interprétation des gestes. Sinon, plus récemment, moi, je viens de jouer un concert au festival WOMAD en Angleterre, le festival de Peter Gabriel, qui était une grande première pour moi de jouer à un grand festival anglais, surtout un festival de world music qui n'a pas vraiment à voir avec la musique expérimentale que je fais. Mais bon, j'étais reçu sur scène et on est venu me voir après. Un groupe Blue Lab Beats disait oh, « c'est génial ce que tu fais avec les muscles, on joue du hip-hop, on aimerait faire ça avec nos sons. » J'ai dit oui, pourquoi pas. Et je les ai reçus en labo juste la semaine dernière. Donc la vidéo qu'on va voir, c'est juste de l'autre jour qui était filmée sur mon iPhone.
Donc on voit un jeune musicien qui a même pas 20 ans, qui joue de hip-hop, qui maintenant, on a mis le maillot sur ses bras, on a fait un petit patch max qui est tout simple, qui fait que juste avec le tension musculaire qui déclenche des percussions ou des samples d'une de ses chansons, et avec un autre paramètre qui filtre, qui sélectionne les différents samples. Et donc voilà le petit essai qu'on a fait la semaine dernière. Oups. Okay. Et il arrive pas mal. On a fait plusieurs expériences en laboratoire, en recherche, on fait des expériences sur l'interaction incorporée, on met les capteurs du muscle sur les gens, on demande de faire des gestes, et ce qu'on trouve, c'est que les gens, ils n'ont pas vraiment une conscience du corps, dans le sens de contrôler précisément le muscle. Là où Namali de Blue Lab Beats, un musicien de hip-hop, il a réussi tout de suite à déclencher ces samples avec un nouvel instrument qu'il n'a jamais joué, mais en temps et en rythme. Donc il avait un contrôle temporel sur son propre corps qui correspondait à sa musique et qui faisait en sorte qu'il maîtrisait son propre corps, et grâce à ça, ça lui permettait de jouer mon système technologique. Voilà, pas mal. OK, je vais finir sur la question de pérennité. J'avais fait quelques installations au fil du temps. Donc, c'est une autre problématique que la performance. Mais je vais juste montrer deux projets d'installation interactive où je crée quelque part des instruments interactifs. Et j'appelle ça problématique de stockage et de destruction. Et en fait, c'est l'artiste Shuli Cheng qui m'a parlé de ça. Shuli, qui est un grand artiste nouveau média, qui réside à Paris. Et on avait travaillé ensemble sur un projet au Palais de Tokyo au début des années 2000, avec les grandes tasses de thé, un peu comme dans les fêtes foraines. Elle dit, oui, bon, après le projet, je vais les détruire. J'ai aucun endroit à les stocker. Donc, ce n'est pas une question d'œuvre numérique. Est-ce qu'on fait stockage des données? Est-ce qu'on transfère? Voilà. Même dans les œuvres numériques, nous avons souvent un côté physique. Donc, Global String, c'était un énorme corde de guitare que j'avais fabriqué avec le bassiste et compositeur Kasper Toplitz. Une corde de guitare qui faisait un câble épais comme ça, qui faisait 15 mètres de long dans la galerie et qui traversait l'espace du réseau pour finir dans une autre ville où il y avait l'autre bout de la corde. Okay? Ça a été présenté plusieurs fois, donc l'œuvre a vécu grâce au centre V2 Rotterdam, C3 à Budapest et le centre Ars Electronica. On a montré ça en 2000 et 2001, 3 fois. Mais aujourd'hui, où est-il la corde? Bon, en fait, il est en stockage dans une ferme à Picardie, quelque part. Je ne l'ai pas vu depuis plus que 10 ans. J'espère qu'il ne va pas rouiller. Mais si un jour, il faut que je remonte cette corde, il faut que... Bon, je peux imaginer le problème. Je n'ai pas le temps de vous montrer une vidéo, mais juste pour... oui, où mettre ces trucs-là. Et si c'est pour... restituer, de montrer cette œuvre, il y avait, comme vous voyez sur les écrans de projection, une technologie de téléprésence. Il faut savoir, en 2000, c'était du streaming vidéo, binôme, qu'on essaie d'avoir des lignes. C'était avant la ADSL, donc on essayait d'avoir des lignes téléphoniques numéristes spécialisées, etc., de configuration de logiciels, 4 ordinateurs, etc. Aujourd'hui, oui, effectivement, on peut faire ça avec Skype. Est-ce qu'on ferait la même chose ou pas? C'est une bonne question.
Dernière chose, donc, une installation que j'avais créée qui fait un peu moins instrument de musique, mais qui est du son, qui est une sonification d'une photographie interactive que j'avais créée au Fresnoy en 2003, qui a été montrée ensuite à la Villette numérique en 2004 et puis à Ars Electronica en 2005. Encore une fois, cette pièce qui est un énorme écran comme une paroi japonaise, comme un paroi japonais, c'est moi, où il y a projeté une photographie du photographe Araki, okay, une femme en bondage, où la présence des gens devant la galerie fait apparaître le positif de l'image négative que vous voyez sur l'écran, et où un balayage des bandes rouges, gauche et droite, sur les différentes parties de la fenêtre, font sonification de la photographie. On entend un son de l'image. C'est juste à ce moment-là j'avais cette conversation avec Shuli qui dit « Oui, mes tasses de thé, je les détruis, je n'avais pas envie de détruire cette œuvre. » C'était à cette époque que je construisais un loft dans l'Est parisien, à Montreuil, donc j'ai recyclé l'œuvre, l'écran, pour faire ma chambre. Et maintenant, comme je vis à Londres, cette chambre est allouée sur Airbnb. Donc voilà, est-ce que c'est ça la vie d'une œuvre 2004 à 2014, dans les 10 ans? Est-ce que comme meuble, l'œuvre d'art a disparu ou est-ce que c'est bien une façon de conserver le jour? Parce qu'on avait, ça a fait le tour du monde aussi en fait, cette pièce avec le ICI, Independent Curators International. Et il y avait question d'une acquisition par un musée et tout ça, mais ces conversations aboutissent rarement. Et voilà. Donc on finit avec les pièces comme ça, on vit avec dans notre vie quotidienne. Est-ce que c'est déprimant? Je ne sais pas, mais dans tout ça, il y a parfois des bonnes surprises aussi. Et c'est là où la Biomuse est entrée en musée. Donc cet été, il y avait une exposition à Berlin, au musée d'instruments de musique, un musée où on voit les clavecins, les vieux pianos, les orgues, les violoncelles, les contrebasses, etc. Ils ont fait une exposition qui s'appelle Good Vibrations, une expo autour des instruments de musique électronique. Donc on voyait toutes sortes de thérémines, ondes Martenot, Moog, etc. Et on voit qu'en fait, oui, ça a eu lieu de 25 mars jusqu'au 25 juin 2017. Et en plus, si on voit le rouge et on lit l'allemand, c'était tellement bien reçu qu'ils ont prolongé l'expo jusqu'au 27 août. Donc j'ai eu l'occasion d'y aller parce qu'en fait, ils avaient exposé la Biomuse. Donc je l'avais envoyé. Donc heureusement que j'avais conservé la vieille bécane, même si aujourd'hui j'utilise la version sans fil. J'avais dans un placard quelque part la Biomuse d'origine, les différents bracelets, etc. Et ils avaient bien mis ça en état pour exposer dans un musée. J'étais très content. Donc même si l'instrument existe quelque part en dehors de la technologie, mais à la fois l'instrument reste comme artefact. Donc, dans les questions de pérennité, est-ce que c'est toujours moi qui joue en concert 20 ans plus tard, ou est-ce que c'est bien l'instrument Biomuse d'origine qui se trouve dans un musée? Il n'y a pas une réponse, une solution. Il y a toujours ces différentes façons que l'œuvre a une vie. Et voilà. Merci. Merci à Taou pour cet exposé et la découverte de ces projets vraiment passionnants. Est-ce qu'il y a déjà des questions dans la salle? Clarisse.
Tu parlais de la transmission justement vis-à-vis d'autres musiciens et de l'importance de la musique. Dans quelle mesure, en fait, tu notes, avec quelques systèmes que ce soit, on va dire est-ce qu'il y a des partitions musicales, est-ce qu'il y a un système de notation? Enfin, comment tu travailles par rapport justement à la question de la composition musicale? Voilà. Donc effectivement, c'est là où entre la question de partition. Et quelque part, quand je joue, moi, ce sont des compositions, mais comme c'est moi, je connais par cœur le morceau. Quand c'est à transmettre ou faire jouer par quelqu'un d'autre, je note, je documente, je crée une partition. Donc, au moment que Galen Brandt avait repris Kagami, il y avait un travail que j'aurais pas fait si c'était moi, toute seule, de transmettre, de noter sur papier les sons, les gestes, les différentes sections de la composition. J'ai une autre pièce pour piano et muscles qui était une commande de Huddersfield Contemporary Music Festival. C'est le pianiste Sarah Nichols qui a joué. C'est une œuvre donc, où le pianiste, donc il y a une partition pour piano, partition classique, mais avec un capteur de muscle. Le pianiste a la possibilité de capter, échantillonner le piano, mettre ça en synthèse granulaire et avec une tension de muscle, suspendre et soutenir le son du piano une fois joué. Donc, de donner au pianiste la possibilité de jouer en dehors d'un contact physique avec l'instrument. On a trouvé une manière de faire une notation qui montrait à la fois les notes classiques jouées sur l'instrument, les gestes et le son électronique qui devait être produit. Donc c'était une partition en 3 lignes avec le piano classique, le geste à faire et le résultat sonore dans une représentation graphique. Et on a eu la confirmation de cette méthode parce que jusque-là, Sarah était le seul à jouer cette pièce. Elle a joué ça plusieurs fois en tournée. Mais il y a une pianiste, Trisha Dawn Williams, à Malte, qui s'intéressait à cette pièce. Elle a dit « Je veux le jouer ». Donc j'ai mis ensemble tout le logiciel, la partition. Je faisais tout le travail d'IRCAM, l'assistant musical et tout ça tout seul. Documentation, base de données, Patchmax, logiciel, version, hein, etc. Et j'ai envoyé ça dans une boîtier avec les petits capteurs maillot, comme c'est maintenant disponible. J'ai acheté une nouvelle set. Donc c'était assez, pas facile, mais c'était faisable de constituer un kit avec un mode d'emploi, une partition, et elle a joué ça en concert à Malte au mois de juillet. Donc, on a réussi à transmettre cette composition. D'autres questions? Oui, Laurent. Là, tu as montré surtout l'utilisation du système Biomuse, mais tu as expérimenté aussi d'autres dispositifs. La dernière fois que je t'avais vu, c'était avec des smartphones notamment. Oui. Et est-ce que ça a été plutôt une déception ou est-ce que c'est d'autres possibilités? Bien sûr. Et en fait, justement, quand j'ai rencontré Lorella à Québec, c'était aussi cette période où je jouais sur les iPhones. Donc, si ici, dans la présentation, je montre ça comme si je joue du muscle depuis 20 ans, et que le muscle, c'est vrai et pas vrai. Dans le sens que, bon, s'il y a ces différents projets d'installation, entre-temps qu'on a vu à la fin, j'ai plein d'autres projets. J'avais fait des expériences où j'ai une œuvre qui s'appelle Net Derive, où je m'intéressais au signal GPS
comme un signal musical. C'était juste avant l'iPhone, donc c'était avec les smartphones Nokia de l'époque, en 2005-2006. On a fait une expérience à la Maison Rouge à Paris. Ça, c'était un de mes projets à Sony, où je recrée la dérive des situationnistes, mais avec les technologies numériques, en demandant aux gens avec téléphone portable de se balader dans le quartier autour d'une galerie. Le téléphone captait de l'image en photo et du son, envoyait ça en streaming par le 3G à la galerie où on mixait l'image et son pour créer une espèce de collage audiovisuel qui a été ensuite renvoyé en streaming aux gens qui se baladaient dans la rue pour écouter sur les casques, sur les écouteurs. Donc voilà, j'essaie donc ce n'était pas la biomuse, mais c'était la notion instrumentale, d'essayer de reprendre le signal GPS comme un capteur, comme un ruban, comme un muscle. Et ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, le ruban de Greg Lake, il peut faire le muscle, je peux faire mais de faire en se baladant avec les données GPS, on ne se déplace pas assez vite. Donc il y a une notion, j'essaie de revenir à la thématique de la temporalité, notre vitesse de marche est peut-être intéressant pour créer des remixes, etc. Mais le GPS n'est pas une modalité d'interaction aussi réactive pour faire les choses comme on fait sur scène. Et sinon, oui, avec l'introduction de smartphones, on s'était rendu compte que l'iPhone et ensuite les téléphones Android commençaient à être très, très puissants et qui se distinguaient de l'ordinateur. En fait, on s'intéressait à tourner les patchs Pure Data, etc., sur les smartphones parce qu'on pouvait. Parce que le processeur d'un téléphone mobile devenait presque aussi rapide que le 4X de l'ancien temps, le Next et tout ça. Donc on disait, oui, dis donc, on arrive à faire tourner le patch de synthèse granulaire sur un téléphone, c'est formidable. Mais ce n'était pas juste le fait de pouvoir le faire, mais le fait qu'en fait, avec l'accéléromètre du téléphone, on avait le capteur dans le même appareil. Et avec ça, on pouvait moduler le synthèse granulaire qui tournait dans cet appareil. Et en plus, il y avait le petit mini-jack. Donc on sortait de là. À la sono, pour moi, ça ressemblait à une guitare électrique où tout était englobé dans un seul appareil qui tenait dans la main. Donc on arrivait à faire une musique informatique sans ordinateur ou sans être un peu collé à une table, d'être libre, d'être debout sur scène sans avoir une table mixage. Et tout ça, ça donnait, même si c'était le même patch de synthèse granulaire, ça donnait une certaine liberté, donc ça donnait suite à un certain gestuel qui était très, très instrumental avec les téléphones. Et on tenait un dans chaque main. Et ça, c'était un clin d'œil au piano à 4 mains. On faisait un duo avec Adam Parkinson, Four Hands iPhone. Et c'était tout dans cette période où la technologie de captation de muscles n'avançait pas. Donc c'était un peu pénible de toujours sortir la biomuse et tout ça. Mais depuis juste 3 ans, depuis 2015, quand le maillot est sorti, et dans notre laboratoire, on a bricolé quelques différentes interfaces nous-mêmes. L'état de l'art de l'électronique a bien avancé. On arrive aujourd'hui à faire des électroniques pour capter le signal physiologique. Donc il y avait un creux entre les deux. Et donc c'est intéressant pour moi. Donc c'est ça ce que je ne montre pas dans cette présentation. C'est cette période de presque 10 ans au milieu où j'essaye de faire autre chose. Téléphone, GPS, installation et tout. Mais si j'y reviens, c'est parce qu'avec le maillot, ça devient très pratique, le signal est très fiable et l'intérêt est toujours là, notre corps est toujours là. Et oui, je retrouve ma façon de jouer de l'ancien temps
et les questions musicales et artistiques y sont toujours. Oui. Oui, bonjour. Je me demandais si vous aviez jamais eu l'envie de modéliser et simuler, pour le coup, le système musculaire. C'est une bonne idée. Un nouveau projet. Oui. Oui. Donc les automates musicaux, vous voulez dire les robots qui jouent de la musique? Vaucanson, à la fin du 18e, il a fait un joueur de flûte qui n'avait pas, comme la plupart des automates musicaux à l'époque, une boîte à musique, mais qui jouait vraiment de la flûte en travaillant à la fois sur le son et sur l'inclinaison de l'instrument. Oui, donc les automates qui jouaient vraiment des instruments sur les modalités acoustiques. Oui. Mais du coup, je me demandais si ça vous était venu à l'idée de modéliser du coup le système musculaire et de faire une sorte de biomuse activée par... Non, ça m'est jamais arrivé comme idée, mais c'est pas mal. Je vais peut-être. non, mais ce qui, parce que la modélisation, c'est tout à fait dans l'air du temps. Mais la chose que j'essaie de faire, que j'arrivais jamais à faire, et peut-être c'est pour ça que j'y reviens. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on essaie d'appliquer les techniques d'analyse de machine learning, de l'analyse du signal du muscle, parce que le signal du muscle est un signal très complexe. Je filtre beaucoup pour arriver à avoir une enveloppe, un signal de contrôle qui est assez stable, mais on a fait des expériences en laboratoire de renvoyer les données brutes dans les différents algorithmes de classification, des différents traitements de signal de feature extraction. Donc, ce qu'on est en train de travailler maintenant, c'est pas vraiment la modélisation, mais c'est de l'analyse, machine learning, un peu intelligence artificielle, où il y aura un modèle, mais pas un modèle qu'on crée nous, un modèle d'analyse fait par un neural network, un réseau de neurones, où si on donne plusieurs exemples d'un certain geste, qu'on fait un entraînement de ce réseau de neurones, et après, je peux revenir le lendemain, faire ce geste ou faire un autre geste, et reconnaître ces gestes, ou bien d'avoir un modèle enregistré par moi, une virtuose de cet instrument, et après de donner ce dispositif à quelqu'un d'autre, de lui donner le capteur, de dire tiens, joue ce geste et vois si tu arrives à faire le même geste, ou bien si le réseau de neurones arrive à reconnaître toi en faisant ce même geste. Donc, on peut imaginer des différentes applications pédagogiques dans le geste et tout ça. Donc, c'est un peu ça auquel je m'intéresse au niveau de la recherche actuellement. Peut-être d'autres questions? Moi, j'avais une remarque simplement sur le... Je trouvais ça très beau, finalement, le destin presque technologique de cet objet, qui est un instrument, effectivement, qui dépasse la temporalité même des avancées technologiques. C'est-à-dire que pour appréhender un instrument, surtout lorsque c'est un instrument créé sur son propre corps, on doit dépasser les limites, effectivement, de ce passage tous les 4-5 ans d'une technologie nouvelle et de réactualiser. Là, il y a vraiment une recherche sur l'instrument qui a son indépendance, finalement, comme Simondon parlerait effectivement de ce destin presque génétique des objets techniques qui se perfectionnent et finalement qui sont vraiment attachés à la corporéité propre de l'exécutant. Et je me posais cette question, est-ce que lorsque la pièce était reproduite, est-ce que c'était vraiment sa vocation par un autre instrumentiste, ou est-ce que la vocation de ces pièces avec sensor band, etc., c'est vraiment d'être dans une appréhension intime et individuelle voilà. Est-ce que ce sont des pièces à vocation de reproductibilité? Peut-être pas tout le temps, peut-être parfois. C'est là où je dirais que oui, c'est de la musique, même si c'est de la musique expérimentale et tout, nous avons une approche assez traditionnelle comme musiciens.
on cherche cette individualité, cette intimité. Si c'est pour rejouer, oui, en fait, il n'y a rien de plus facile que de reproduire à l'identique avec les technologies informatiques. Ce qui est plus un challenge, c'est de rejouer, mais en changeant de contexte, en changeant de l'interprétation, de jouer la même pièce, mais d'une manière différente. Et c'est là où peut-être la notion de temporalité, c'est peut-être intéressant de discuter ça avec Anolga, où la technologie nous impose une certaine temporalité. Mais là où ce que je pense que je suis en train d'essayer de faire, c'est de revendiquer la temporalité d'un musicien, tout simple. Quoi que ce soit un musicien qui joue sur un instrument acoustique ou un instrument numérique, ce sont des temporalités de communication entre performeurs. C'est pour ça que j'aime jouer dans ces trios. Avec Sensor Sonic Sites, les gens nous demandaient, oui, c'est quoi l'interaction? Est-ce qu'il y a un câble Ethernet qui vous relie avec Cécile Babiol et Laurent Daillot pour faire que le son et l'image sont synchro? Et on a dit non, on est un groupe, on joue. S'il y a une synchronisation, parce qu'il y a une communication visuelle, on fait on a toutes les petites tics, des réactions, des modes de jeu des musiciens pour... donc le son et l'image n'étaient pas du tout automatiques ou synchronisés. Si l'un avait un air de dépendre à l'autre, c'est parce que en fait, notre jeu musical était synchronisé à travers le geste. D'autres questions? Bien, on va peut-être s'arrêter là. Très bien. Merci beaucoup à vous tous et pour votre attention.